Je vous propose de commencer, du coup. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette conférence virtuelle des Clionautes où nous avons la joie de recevoir Madame Lininger Frézal, excusez-moi si j'ai écorché votre nom, et Monsieur Genevoix de La Réunion, qui vont nous présenter leur ouvrage, donc 9 idées reçues sur l'enseignement de la géographie. Donc, je vous laisse vous présenter et je vous laisse la parole. Donc, je suis Caroline Léninger-Frézal. Moi, je suis professeure à l'Université Paris-Cité. Je suis, comme Sylvain, spécialiste de la didactique de la géographie. Donc, c'est ce champ de recherche qui porte sur l'enseignement et l'apprentissage de la géographie. Merci beaucoup. Donc, Sylvain Genevoix, je suis maître de conférence en géographie à La Réunion. Je travaille aussi dans la formation, comme Caroline. Et puis on a un autre point commun, c'est qu'on a plusieurs projets de recherche aussi ensemble, voilà, sur des questions de didactique et de pédagogie, voilà. J'ai peut-être une spécificité, c'est d'être plus dans le numérique, de travailler sur l'éducation numérique, en lien avec l'éducation, on va dire, à l'information, aux données. Qui est une des idées reçues qu'on a aussi sur la géographie. Très bien. Comment vous est venue cette idée de faire un ouvrage avec différents auteurs et didacticiens de la géographie sur justement les 9 idées reçues de l'enseignement de la géographie? En fait, au départ, ça vient d'une rencontre que j'avais faite avec David Refroidi, qui est responsable de ce qui est publié en histoire et en géographie aux éditions Adapt. Il dit enfin voilà, il y avait une demande, un besoin à publier en géographie puisqu'ils avaient rien fait depuis l'ouvrage géographié auquel j'avais aussi participé. Euh, en discutant, on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir sur toutes les idées reçues, d'où le titre, hein, toutes les idées reçues de la géographie, parce qu'en fait, la géographie a quand même une image qui est euh, qui est pas très positive, on va dire les choses comme ça. Euh, et il y a un besoin finalement de déconstruire les représentations sociales de la géographie auxquelles, en tant qu'enseignant, on est tous confrontés à un moment ou à un autre. Voilà. Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux compléter. Oui, en fait, la géographie est à la fois ancienne par rapport, je veux dire, à son histoire. L'enseignement de la géographie a une vieille histoire en France, hein, elle est, très liée à l'histoire, à l'enseignement de l'histoire. Mais il se trouve que sa position un petit peu ancillaire, c'est-à-dire toujours un petit peu vu comme le parent pauvre, un petit peu. On voulait revenir là-dessus. On avait cette idée avec Caroline de revenir sur les différentes, les mauvaises représentations qu'il y a autour de ça. Ça nous paraissait important, voilà, de lever ces représentations-là et d'en discuter pour les enseignants. Très bien. Je vous laisse le soin de présenter votre ouvrage du coup, et après je vous poserai quelques petites questions. Oui, je vais juste repartager ce qu'il y avait mis. Hop, je vais repartager le... pardon. Je repartage juste le, le PowerPoint. Alors, nous, on avait proposé, en fait, normalement, vous devez voir Oui, voilà. On avait proposé donc de présenter l'ouvrage à travers 3 points, la genèse de l'ouvrage, son organisation, et puis de prendre un exemple de chapitre et de voir un peu comment on avait pensé les choses. Donc, on a déjà un peu abordé la question de la genèse. De l'ouvrage. Je vais donc passer sur cette question, mais peut-être revenir plus spécifiquement sur les objectifs. Donc l'idée, c'était quand même de lutter contre les idées reçues sur l'enseignement de la géographie. On a tous cette anecdote du prof qui arrive, enfin du parent qui arrive en réunion parent-prof et qui dit comment ça se fait, mon fils, ma fille a appris par cœur et il n'a pas 18, c'est pas normal.
et nous d'expliquer aux parents que l'histoire ou la géographie, c'est pas que de l'apprentissage par cœur, qu'il y a aussi d'autres choses, des méthodologies, des modes de raisonnement, etc. Donc voilà, revenir sur ces idées reçues qu'on combat. La deuxième, bah, c'est diffuser les résultats de la recherche en didactique. La didactique, c'est la part de la discipline, hein, la part de la recherche dans une discipline qui se questionne, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'enseignement et l'apprentissage. Et souvent, la didactique est très mal connue. Le dialogue entre les résultats de la recherche et les enseignants est pas toujours évident. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un ouvrage ben, qui puisse mettre les résultats de la recherche au service des formateurs, des étudiants, des enseignants. Et puis le troisième objectif, bah, c'était de créer un outil pour la formation. Aujourd'hui, alors la formation initiale avec le CAPES et les nouvelles épreuves, parce qu'il y a un CAPES qui est de plus en plus professionnalisé, et donc il n'y a pas tellement d'outils récents pour aider les enseignants, enfin les étudiants qui se préparent au concours de l'enseignement à se former sur ces questions-là. Il y a une faible communauté de chercheurs, on n'est pas très nombreux en didactique de la géographie. Donc un outil pour la formation initiale, mais aussi un outil pour la formation continue, parce qu'on voit bien que bah, il y a des enseignants qui reviennent en formation et qui ont des appétences pour la recherche en didactique, et que bah voilà, les ouvrages sont pas si récents que ça. Donc c'était pour répondre à ces trois objectifs qu'on a développé l'ouvrage. Et cet ouvrage, ben Sylvain et moi, on est les directeurs scientifiques, on va dire, hein, les éditeurs, mais enfin, il y a quand même aussi une direction scientifique. Mais on est un collectif et derrière nous, il y a une dizaine d'auteurs qui sont tous enseignants et ou formateurs et ou doctorants, voilà, et ou chercheurs. Donc, des collègues qui sont au collège, en lycée, et du coup, ça a permis d'avoir un regard croisé sur les chapitres, c'est-à-dire d'avoir des chapitres qui, dans l'écriture, se veulent abordables à des non-spécialistes. Il y a vraiment cette idée de ne pas jargonner. On reproche souvent aux didacticiens d'avoir leur propre jargon. On rigole souvent de l'EPS et de son ballon dénoncé comme un référentiel bondissant. C'est souvent la private joke sur la didactique. Ben voilà, l'idée, c'était d'avoir un ouvrage dont l'écriture permette d'être compréhensible par tous. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, je laisse mon collègue prendre la suite. Oui. Alors, l'ouvrage, on a beaucoup discuté au sein du groupe là, pour savoir un petit peu comment on allait organiser les choses. On a essayé d'aller progressivement en commençant par l'élève, parce que finalement, on part de l'élève. Hein, on est quand même aujourd'hui de plus en plus, je crois, c'est reconnu hein, de manière générale, centré sur l'élève. Donc l'élève n'est pas une page blanche. On a commencé par cette premier chapitre. Alors ce premier chapitre, il est surtout montré bon, que finalement on n'est pas on n'est plus en tout cas on devrait moins être dans des approches transmissives et de fait alors pas transmissive, ça veut pas dire que forcément l'élève est vu avec tout son contexte et toutes ses spécificités, mais en tout cas on n'est plus du tout dans le verre à remplir, dans quelque chose qui serait uniquement une transmission de connaissances. Alors, ça nous paraissait important de partir de là. C'est un premier chapitre qui pose les choses. Ensuite, vous voyez, il y a une progression. Le chapitre 2, 3, on rentre vraiment dans la géographie scolaire. Et là, tout de suite, et ça c'est quelque chose qui est très important pour le didacticien, c'est qu'il y a une véritable autonomie du champ scolaire. C'est-à-dire, l'autonomie du champ scolaire, ça veut dire que, en aucun cas, la discipline enseignée est le décalque de la discipline scientifique. Alors, bien sûr, en termes de contenu, de méthode, la géographie s'inspire hein, de ce qui a été formalisé dans la géographie scientifique. Il ne s'agit pas de dire qu'elle est complètement autonome, hein, mais malgré tout, il y a des logiques de reconstruction, euh, véritablement de définition, de redéfinition des savoirs scolaires, parce qu'on est dans un périmètre particulier qui est la classe. On est avec un groupe, des élèves. Chaque cours est différent, chaque enseignant est différent, et donc il y a une recomposition permanente des savoirs. Et pour nous, c'est important parce que on se démarque beaucoup en didactique de l'idée que, et on y reviendra tout à l'heure certainement dans la discussion, il y aurait simplement une transposition
une simple transposition, une simple vulgarisation des savoirs savants vers les savoirs scolaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent chez les étudiants ou les jeunes enseignants. C'est l'idée que plus on va performer en quelque sorte dans la discipline, mieux on va pouvoir l'enseigner. Oui, il faut bien sûr maîtriser les contenus scientifiques, mais ça ne suffit pas. Il y a bien d'autres choses qui se passent dans la classe. Le chapitre 3 aborde la question alors c'est une vieille question, hein, l'histoire ce sont des dates et puis la géographie ce serait des lieux. On n'est plus du tout là-dedans non plus, hein, il s'agit plus de mémoriser des lieux, il s'agit de raisonner, hein, d'avoir un esprit critique. Et donc là, dans ce chapitre numéro 3 on aborde la question des finalités. Les finalités de la géographie, qui sont des finalités à la fois de raisonnement, d'approche critique, découverte du monde, bien sûr, hein, mais aussi de formation du citoyen, du futur citoyen. Alors ensuite, sur la question qui concerne le rapport de la géographie à l'histoire. C'est une question assez intéressante, hein, il y a pas mal de discussions autour de ça. Est-ce qu'il faudrait que la géographie, comme c'est le cas dans certains pays, soit enseignée à part hein, par rapport à l'histoire? C'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni, c'est le cas en Allemagne. La France a une spécificité, c'est d'enseigner les deux conjointement avec l'éducation civique. Ce qui est une spécificité intéressante, mais qui a tendance à surfinaliser la dimension civique, la dimension citoyenneté, c'est-à-dire faire du citoyen, fabriquer du citoyen. Et donc, il va y avoir une forme d'instrumentalisation de la géographie pour des finalités civiques. Et c'est ce qu'on retrouve notamment à travers le chapitre 5 l'idée qu'il y a un récit. Hein, alors c'est peut-être un peu moins évident hein, pour les collègues, l'idée que comme en histoire, alors on parle beaucoup du roman national en histoire, mais en géographie aussi, il y a une forme de récit, hein, de récit territorial, d'ancrage territorial, d'adhésion au territoire. On va dire même pour certains projets d'aménagement, carrément, on voit souvent des dérives avec souvent des projets qui sont pris avec des acteurs qui sont derrière et qui sont pris argent comptant, c'est-à-dire comme s'il s'agissait de mettre tout le monde d'accord pour que le projet passe et qu'il soit appliqué. Ensuite, à partir du chapitre 6, on entre un petit peu plus sur des points spécifiques. Alors, ça concerne le rapport aux documents. Il y a aujourd'hui, il y a un renouveau des recherches autour des documents, des sources documentaires. Pourquoi? Bien parce qu'avec le numérique, le document est de plus en plus sous forme numérique. Il est de plus en plus également composite. On a aujourd'hui des infographies, on a des choses qui mélangent la carte, le paysage, et donc des documents qui sont multisources et qui sont complexes à analyser. Et donc, la façon d'analyser les documents et la façon d'utiliser les documents en cours va devenir déterminante aujourd'hui avec le numérique. Le chapitre 7, c'est un chapitre qu'on a voulu plus spécifiquement orienter autour de l'éducation aux données. On manipule des données en géographie, hein, des statistiques, mais aussi des données qualitatives. Alors, quelles sont ces données? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les représente? Et aujourd'hui, on a énormément d'interrogations dans une société numérique où on voit de plus en plus de data visualisation, de géovisualisation. Et comme il se trouve que je m'occupe du site cartographie numérique dans lequel j'essaie de faire de la veille sur l'éducation aux données, eh bien, on a écrit ce chapitre vraiment parce qu'il me paraissait important de travailler sur les géodonnées, les géodatas, tout ce qui est données géographiques géolocalisées. Le chapitre 8 concerne la géographie scolaire dans ses rapports avec l'ouverture au monde. Et ça, c'est une finalité qu'on oublie un peu trop. L'ouverture au monde, hein, je crois que d'ailleurs le chapitre s'appelle Ouverture au monde au pluriel, parce qu'on a chacun son monde. On vit dans des mondes séparés, mais aussi on vit dans un monde commun, qui est le monde. Le mot monde, vous savez, c'est un mot extrêmement polysémique. Hein. Par monde, on entend l'environnement, mais on entend les autres. Et finalement, le rapport aux autres,
le rapport au monde, le rapport aux autres et le rapport à soi sont trois choses qui sont très liées. Et donc, on est beaucoup en géographie dans ces problèmes-là, hein. Et quel est ton monde? Pourquoi il est différent du mien? Et donc, on a beaucoup ces questions de rapport à l'altérité en géographie, qui sont pas simples, hein, parce que ça demande de se projeter, ça demande aussi de comprendre, et ça demande de faire des efforts cognitifs en termes de compréhension de l'autre. Et puis enfin, le dernier chapitre, alors là, on s'est fait plaisir, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus lié au numérique, sur, on ne zoome pas, hein, mais on utilise toujours les échelles en géographie, même si on utilise des globes virtuels, où il est question beaucoup de zoom, d'images, eh bien, quelles sont ces images qui sont superposées, euh, comment ont-elles été numérisées, comment sont-elles géolocalisées et comment sont-elles interprétables? Et donc, le travail du jeu d'échelles, d'emboîtement des échelles, reste fondamental en géographie malgré tout. Alors, j'étais un petit peu long sur la présentation des chapitres. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Caroline? Non, non, si tu as fini, je vais passer à proposer de présenter un chapitre plus en détail, si ça Oui, te va. très bien. Donc, Merci beaucoup pour cette présentation. Je fais juste la transition avant que Caroline reprenne la parole. Je trouve que c'est important pour enfin, les personnes qui suivent la visio de comprendre en fait les tenants et les aboutissants de l'ouvrage parce que peut-être il y en a qui préparent les concours ou qui se posent des questions sur la transposition en fait pédagogique. Et donc, merci beaucoup, Sylvain. bah justement, j'ai proposé de prendre le deuxième chapitre qui est sur la transposition, qui s'appelle La géographie scolaire n'est pas une géographie savante simplifiée. Donc en fait, dans chaque chapitre, on a eu pour idée de développer l'idée reçue pour pouvoir après la déconstruire. En fait, il y a une forme de conscientisation de l'idée reçue, de formalisation de l'idée reçue. Donc ici, l'enseignement de l'histoire et de la géographie font éruption dans le débat public à chaque changement de programme. Il est courant que des historiens renommés rédigent une tribune dans Le Monde ou interviennent à la télévision pour s'indigner du traitement réservé à tel événement, tel personnage ou tel événement historique. Tiens, il y a une idée. Il faut l'admettre, il faut bien admettre que la parole des géographes est plus rare et moins médiatique. Si ces universités se sentent légitimes à intervenir bruyamment dans le débat public, c'est qu'ils partagent une représentation communément admise. Les savoirs enseignés en histoire-géographie découlent des savoirs de la discipline savante. Ce seraient des savoirs simplifiés, vulgarisés. Parfois, le terme de transposition didactique est utilisé. Et en fait, donc cette idée reçue, on l'a déconstruit au travers de plusieurs éléments. Mais la première, c'est qu'on déconstruit une mauvaise compréhension de la transposition didactique. C'est-à-dire souvent, on a l'impression, et dans les concours notamment, hein, qu'il y a la géographie savante, l'histoire savante qui seraient des modèles, et que finalement, le rôle de l'enseignant, ce serait de prendre ces savoirs et de les rendre accessibles, de les simplifier par une petite activité, par une trace écrite qui soit abordable, compréhensible. Mais en fait, le processus qui fait qu'on passe de quelque chose de référent, de savoir de référence, de contenu de référence à des savoirs, enfin, à des contenus scolaires, il est bien plus complexe. Parce qu'en fait, il y a une sélection de ce qui va être, de ce qui va être à enseigner dans les programmes. Cette sélection, elle se fait en fonction de paramètres qui dépassent largement uniquement la question historiographique, parce que c'est vrai aussi en histoire ou épistémologique en géographie. Il y a des choix politiques qui se font, il y a des orientations pédagogiques, il y a aussi des paramètres sociaux qui peuvent intervenir, comme voilà, euh, ce que associations professionnelles sont d'accord ou pas d'enseigner. Donc il y a plein d'éléments qui interviennent dans ce qu'on va sélectionner. Et une fois que c'est sélectionné, c'est décontextualisé. C'est-à-dire ce qu'on va enseigner ou ce qu'on va mettre dans les programmes, c'est jamais référé au contexte de production des savoirs ou à des auteurs. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais si on a GGSP par exemple, on va présenter les auteurs. Oui, mais la GGSP, c'est quelque chose de spécifique. En sixième ou en cinquième, on va pas dire que l'habité, c'est un tel et qu'il y a différentes conceptions de l'habité, parce que ce qu'on enseigne, c'est décontextualisé. Voilà. Et après, ça va être recontextualisé dans les programmes, qui fait que, ben voilà, il y a des chapitres, il y a des notions, c'est selon une logique qui est propre au programme. Et donc, du coup, la transposition didactique, c'est pas juste je simplifie,
c'est un processus de transformation. Et ce qui fait référence, c'est pas seulement les savoirs savants, les contenus savants, c'est aussi des contenus sociaux, ce qui était présent dans la notion originale de transposition didactique de Chevalard, mais qui est souvent phagocyté dans notre compréhension à nous, profs d'histoire-géographie, de la notion. Et souvent, je prends un exemple évident, c'est le développement durable. On a introduit le développement durable dans les programmes en 2008 en collège. La notion n'est pas utilisée par les enseignants. Il y avait un article de 2004 dans Historien géographe d'Yvette Verret qui montrait que les géographes n'utilisaient pas le développement durable dans leurs travaux. 2009, je soutiens ma thèse, je reprends sa méthodologie. On n'a toujours pas d'usage massif du développement durable en 2009 dans les travaux de géographie. Et en fait, le développement durable, ce n'est pas un concept et ce n'est pas géographique. Et pourtant, ça arrive en 2008 dans les programmes de collège, en 2010 dans les programmes de lycée. Ça reste plus ou moins jusqu'à aujourd'hui dans les programmes. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose de spécifiquement géographique. Mais ça a été introduit pour un tas de raisons, notamment pour des raisons institutionnelles, parce que la France a signé un certain nombre de traités dans lesquels elle s'engage à généraliser l'éducation au développement durable. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de l'introduire dans les programmes. Et tout à coup, on enseigne le développement durable. Donc, il y a une certaine autonomie de la géographie scolaire. Et ça, souvent, et de l'histoire aussi scolaire, hein, mais ici on parle de géographie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est souvent mal appréhendé. Bien sûr, l'épistémologie savante, l'épistémologie de la géographie universitaire reste une référence, mais c'est pas la seule référence. Et surtout, ce qu'on enseigne, c'est pas une simplification de la géographie savante. Et donc c'est toute cette histoire, toute cette idée qu'on essaye de déconstruire au fil du chapitre, en montrant bien que les logiques de la géographie scolaire sont bien plus complexes que simplement vulgariser ou simplifier des contenus qui seraient élaborés par des scientifiques dans leur laboratoire. Sylvain, je ne sais pas si tu veux compléter cet aspect-là. Je crois que tu as dit l'essentiel. Sur sur la nature de la reconstruction, de la recomposition. Alors nous on parle plutôt de recomposition didactique, hein, pour justement se démarquer hein, de la transposition qui nous paraît extrêmement problématique. Alors, en termes de recomposition, un des éléments importants, c'est le contexte. C'est-à-dire que le contexte est très fort. C'est le contexte de la classe, c'est le contexte des élèves, à quel public on s'adresse. On voit bien, hein, quand un enseignant il fait cours, il a besoin de savoir à qui il parle, hein, qu'est-ce que ses élèves sont capables de comprendre. Et donc, en termes de recomposition des savoirs, bon, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je suis outre-mer, hein, je suis à La Réunion et on a des publics qui parlent créole dans des contextes insulaires qui sont loin. Nous à La Réunion, toute petite île au milieu de l'océan Indien, tout est loin, tout est très grand par rapport à notre île. Et donc, quelque part, on a un énorme travail de contextualisation. Moi, je suis même à des étudiants hein, qui sont plus âgés, je suis obligé de leur expliquer ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est loin, ce qui est près. Ils n'ont jamais vu la neige. Par contre, ils connaissent très bien les cyclones. On vient d'en avoir un gros là. Hein, et donc, on est beaucoup en géographie sur ces questions de contextualisation. Hein. Et donc la recomposition didactique, elle se fait beaucoup par rapport au contexte. Alors, contexte pédagogique, hein, et également par rapport à l'univers de compréhension, hein, à l'univers de sens que les élèves peuvent donner à la géographie. Hein, plus largement, parce qu'ils aussi ils ont des représentations sur, bien sûr, aussi sur la géographie. Pour eux, c'est voyager, c'est faire enfin voilà, c'est de la découverte, hein, beaucoup. Alors cette géographie de la découverte, elle est importante parce que ça a été un énorme moteur historiquement. C'est ce qui a développé la géographie, hein. Le goût de l'ailleurs, voyager, se dépayser, ça fait partie. Hein, on peut hein, jouer là-dessus quand on fait de la géographie, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que c'est ailleurs un peu énigmatique, souvent d'ailleurs plein de stéréotypes, parce que d'ailleurs sur les pays tropicaux, on pourrait parler des stéréotypes qu'on a beaucoup sur nous. Hein, voilà. De fait, on est beaucoup dans ces efforts de recontextualisation. C'est pour ça ce terme de contexte, de recontextualisation, de recomposition des savoirs, pour nous, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir dans cet ouvrage.
Bah, on est parvenu à la fin de notre présentation, donc on vous remercie de votre attention. Et puis, ben, Merci. on est ouvert à vos questions. Alors du coup, vous avez répondu à une de mes questions qui était donc voilà redéfinir ce qu'est la transposition didactique, puisque ça questionne en fait. En tant qu'enseignant, on se dit waouh, on a une masse d'informations et donc le terme de recomposition est quand même plus adapté en fait. Donc merci pour cette première réponse. J'ai lu aussi et je me questionnais du coup, quelle est la fonction première de la géographie à l'école? C'est en lisant en fait le compte-rendu de notre cher ami Xavier Leroux, je me suis dit, mais en fait, voilà, à quoi ça sert la géographie à l'école? Je vous laisse la parole. Je suis pas sûre qu'on ait la même perspective. Sinon, tu veux commencer ou tu me laisses commencer? Non, vas-y, commence, je compléterai. Bon, généralement, on considère qu'il y a quatre finalités hein, de l'enseignement de la géographie, mais il y en a quand même une qui préside. Je vais les citer les quatre. Généralement, c'est Odiger qui avait montré ça dans sa thèse. Il y a une finalité citoyenne et civique, qui est celle qui préside. Il y a une finalité pratique, la capacité à se déplacer, à agir dans l'espace et sur l'espace. Il y a une finalité intellectuelle et culturelle, avoir une culture commune, être capable de comprendre le monde, et puis une finalité critique, être capable de développer l'esprit critique. Mais en fait, si on regarde, celle qui préside quand même, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et cette dimension-là, elle est souvent très, très mal comprise. C'est-à-dire qu'on assimile toujours l'éducation à la citoyenneté à l'histoire, qui serait porteuse d'une histoire commune, d'une culture partagée, mais la géographie aussi. Et de manière beaucoup plus insidieuse, Sylvain l'a dit tout à l'heure, il y a une dimension idéologique qui est très forte dans la géographie scolaire, notamment dans les programmes, par le prisme des choix qui sont faits, mais aussi justement de la recomposition qui est faite, c'est-à-dire des choix de la manière dont les choses sont présentées, dont elles sont agencées, etc. Et donc, pour moi, c'est très, très important euh, que les enseignants aient conscience de ça. Parce qu'après, une fois qu'on en a conscience, on peut plus facilement, euh, disons qu'on le subit pas, on peut voilà, faire avec, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Sylvain, je te laisse. Oui, je crois que tu as résumé les principales finalités. Alors, elles n'ont pas vocation, ces finalités, à s'exclure. Mm. Et pourtant, malgré tout, souvent, on veut en privilégier une. Quand on dit à quoi sert, hein, la réponse à une chose, mais c'est pas une seule chose, hein. Donc déjà, elles ne s'excluent pas. Par contre, elles ont tendance, souvent, selon les enseignants, selon les contextes, elles ont tendance à être hiérarchisées, c'est-à-dire à de fait à être plus ou moins mises en avant. Euh, il y a discussion sur, par exemple, par rapport à la finalité civique. Euh, la finalité civique, c'est aussi bien faire du citoyen, c'est-à-dire, en gros, développer un sentiment d'appartenance à son pays, à la France, et ça peut aller jusqu'à du nationalisme, mais c'est aussi bien, dans une finalité de vivre ensemble, de créer du commun. Donc cette même finalité civique, elle peut être extrêmement différente. Elle peut passer par des choses très différentes. Et par exemple, quelque chose qu'on travaille ensemble avec Caroline, c'est l'éducation en politique. Parce que finalement, toutes ces questions, on arrive là, hein. Et l'éducation en politique, quelle éducation en politique? L'éducation en politique, on le voit bien hein, quand on fait des cours d'histoire géo, ça va de la connaissance des institutions jusqu'à la compréhension des enjeux, des discussions, des débats politiques avec des prises de position. Et là, très vite, et c'est un des chapitres hein, qui aborde cette question, c'est quelle doit être ou pas la neutralité de l'enseignant. C'est une question très très sensible, hein, la neutralité de l'enseignant. Certains pensent que l'enseignant doit être complètement transparent, euh, doit afficher une neutralité importante. Alors, il ne doit pas forcément être dans du prosélytisme et vouloir convaincre, mais une neutralité absolue, c'est compliqué. De fait, sur cette question du politique, l'éducation politique repose directement la question des finalités.
Et par exemple, sur la finalité civique, qui a tendance à être très, très mise en avant, hein. Pour l'histoire, c'est la même chose, hein. C'est même encore plus fort en histoire. De fait, ça va jusque, par exemple, la dimension patrimoine, c'est-à-dire il y a une dimension patrimoniale en géographie aussi, contrairement à ce qu'on croit. On croit que la dimension patrimoniale, elle est qu'en histoire, mais il y a des lieux de mémoire, il y a des lieux d'appartenance, il y a des lieux auxquels on est très fortement attaché et qui vont nous déterminer, hein, puisque finalement en histoire-géographie, on travaille sur les formes de déterminisme, hein. Qu'est-ce qui nous construit en tant que personne et en tant qu'être social? Et toutes ces formes de déterminisme, dans ces formes de déterminisme en géographie, on a beaucoup la logique des lieux, et qui est très forte, qui est extrêmement forte. Là où on habite, là où on se déplace, là où on travaille. Et donc, on est beaucoup sur ces questions-là. Mais la question des finalités, on pourrait en parler longtemps parce que c'est une question vaste. Souvent, elle est abordée de manière un peu trop exclusive, hein, uniquement, bon, faire du citoyen, du vivre ensemble, hein. Merci beaucoup. Dans le chat, il y a Myriam Doukali et je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Donc, il y a une question pour vous. Pouvez-vous donner des exemples concrets de la dimension idéologique de l'enseignement de la géographie? Ah oui. Ah oui, j'en ai plein des exemples. Eh bien, on vous écoute. J'en ai plein. Alors, ce que j'aime bien, que je trouve, je peux en donner plusieurs exemples. Ce que j'aime bien, c'est les espaces de faible densité, ce que je trouve que ça parle pas mal. Quand on aborde les espaces, parce que les espaces de faible densité, ça peut être des espaces ruraux, ça peut être des espaces montagnards, ça peut être. Mais très souvent, en fait, on aborde les espaces ruraux et quand on les aborde, en fait, on les aborde moins pour leur spécificité. Alors, on présente leur spécificité, mais toujours sous un angle où finalement, ce qui pourrait être problématique va avoir une solution. C'est vrai aussi, d'une manière générale, pour les problèmes d'inégalité ou les problèmes d'aménagement, c'est-à-dire qu'en fait, on met en avant euh, les dynamiques positives et surtout le rôle de l'État. Parfois, je parle du dieu aménageur. Donc, on va insister, voilà, sur des espaces faiblement densifiés. On va dire que, voilà, c'est des espaces faiblement densifiés, il y a de l'agriculture, qu'il y a une déprise rurale. Heureusement, il y a du tourisme, hein. Le tourisme vert sauve l'agriculture. L'État va construire une autoroute qui va tout changer. Ou alors, il y a des AOC, des AOP, ah, ça va révolutionner l'agriculture. On insiste sur, en fait, très souvent, euh, par, par des jeux de sélection, etc., les espaces sont pas étudiés en tant que tels pour ce qu'ils sont, mais il y a une mise en scène, voilà, de la puissance publique. Moi, je peux donner un autre exemple. À l'inverse, les villes, par exemple, sont il y a une surreprésentation des villes, des espaces en fait qui sont très bien insérés dans la mondialisation. La mondialisation est une grille de lecture très importante, pas que en quatrième. Il y a voilà, les villes, elles sont puissantes, elles sont bien insérées dans la mondialisation, notamment, voilà, les termes de métropole, métropolisation, ville mondiale, qui sont quand même des concepts assez compliqués à comprendre, en fait, sont introduits très tôt. Habiter la ville en sixième, déjà, on voit apparaître dans les manuels ou dans les fichiers du SCOL les termes de métropole. Euh, ces espaces-là sont mis en scène comme des espaces de pouvoir, par exemple. Mais voilà, il y a énormément de choses. Il y a plus de chapitres à proprement parler sur la puissance française comme autrefois. Mais en fait, la notion de puissance, elle est distillée à plein d'endroits. Et donc, il y a une mise en scène des espaces les mieux intégrés à la mondialisation. Et à l'inverse, une mise en scène de la puissance publique quand on étudie des espaces ou des problématiques spatiales qui seraient plutôt négatives. Je ne sais pas, Sylvain, si tu vois d'autres choses. Tu as peut-être envie de Oui, alors parler justement, ça d'Hommes-Tom. tombe bien que tu parles de la puissance parce qu'on a le problème avec les territoires ultramarins, ce qui sont vus uniquement comme des leviers de puissance pour la France. Alors bien sûr, hein, la présence de la France dans différents océans est importante, mais souvent c'est présenté dans les manuels scolaires comme une forme de toute puissance grâce à des territoires qui finalement sont quand même pas très grands, pas très peuplés, assez éparpillés.
Alors on a donc d'un côté un discours qui serait très très positif, qui met en avant hein, les territoires ultramarins, et puis de l'autre côté, alors de manière souvent d'ailleurs assez paradoxale ou assez contradictoire, un discours qui fait que ce sont des territoires ultra-périphériques, des marges, et très souvent on les montre comme des territoires voués à des tas de problèmes de développement économique, de risques climatiques, donc il y a quelque chose qui est quand même bizarre parce que, alors même les termes sont très très curieux. Quand vous prenez le programme de troisième, par exemple, on dit c'est des territoires spécifiques. Spécifique, ça veut dire quoi, spécifique en français? Ça veut dire que, est-ce qu'ils sont à part? Est-ce qu'ils auraient des problèmes à part? Alors déjà, entre eux, hein, ils n'ont pas forcément tous les mêmes problèmes. La Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas du tout le même statut et les mêmes, la même histoire, hein, et le même territoire et les mêmes problèmes que la Réunion ou que la Guyane. Et donc déjà, on pourrait beaucoup discuter. Mais ce spécifique fait qu'on les met à part. Et le terme même ultra-périphérique, hein, qui est d'ailleurs le terme consacré pour des RUP, régions ultra-périphériques, mais qui est un statut. Et d'ailleurs, ce statut, grâce à ce statut, les territoires reçoivent des aides. Hein, mais en fait, quel est le degré d'ultra-périphéricité, hein, c'est-à-dire en quoi ils sont plus périphériques que d'autres? Je peux être dans le Massif central, loin de toute autoroute. Je peux être dans des situations d'enclavement dans l'Hexagone, qui sont des formes de situations périphériques. Donc, en quoi c'est différent? Donc, on a beaucoup de choses comme ça qui sont des discours un peu surfaits, ou du moins des discours souvent ambivalents sur le statut des territoires ultramarins et sur leur réalité en tant que territoire. Ouais, je voudrais ajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, Sylvain. Les manuels sont, accentuent, je pense, la dimension idéologique, très clairement. Souvent, il y a un pas qui est fait entre le programme qui est très succinct, l'affiché du SCOLE qui comprend déjà cette dimension un peu idéologique, et enfin qui la comprend, mais surtout son amplification dans les manuels scolaires par la mise en image, par la mise en texte en fait, par les choix éditoriaux qui sont faits. Ah oui, oui, on a souvent des images de catastrophes lors des cyclones. Comme là, bon, il y a eu un cyclone à Mayotte aussi. Et c'est vrai qu'il y a énormément de dégâts. Et c'est vrai qu'il y a toujours une part réelle. Hein. Mais bon, la réalité des territoires ultramarins, c'est pas que les cyclones, même si ça en fait partie. Hein, voilà. Et donc les images de dévastation, les images de voilà. Bon. Mais bon, la façon dont là, on a eu un gros cyclone qui est arrivé par le nord avec des vents de plus de 200 km/h qui a vraiment impacté le nord de la Réunion. Le sud n'est pas du tout touché, hein. Euh, la façon dont la Réunion gère le risque, c'est encore différent par rapport à Mayotte, c'est différent encore par rapport à d'autres territoires. Donc on n'a pas suffisamment voilà, de précautions par rapport à la façon de prendre en compte le contexte. Hein, et on les a tous réunis. Hein. Alors là aussi, c'est des questions de construction de programme, hein, comme disait Caroline. Hein. Il y a des logiques de programmation qui sont liées beaucoup à la logique des programmes. Donc on leur consacre un chapitre et puis ensuite on les met ensemble et bon, on fait comme si c'était indistinct. Et donc ça pose des problèmes. Ouais, et je voudrais rajouter aussi que cette dimension idéologique, elle est très liée au contexte national. Moi qui ai beaucoup travaillé à la comparaison des programmes, euh, les choix qui sont faits dans le programme français sont pas du tout ceux qui sont faits dans d'autres types de pays. Généralement, moins le pays est démocratique, plus il y a de géographie physique. Ça c'est très très fort. Mais même dans des pays pas du tout démocratiques, je vais pas citer parce qu'après ça sera en ligne, mais je vais pas citer cibler de pays spécifiques, je vais pas avoir de problème après. Mais voilà, il y a quand même même dans des pays qui ont beaucoup de géographie physique, il y a quand même aussi cette question de il y a quand même aussi cette question d'idéologie. Pour prendre des pays qui sont plus proches que nous, comme la Suisse ou le Canada, la manière dont ils mettent en scène la dimension récit territorial est différente est très très différente. Même l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne a un très grand récit européen, a un très grand récit fédéraliste où chaque région, en fait, ça ressemble beaucoup à notre géographie scolaire d'avant le tournant des années 2000 où on met en scène la diversité et la richesse de chaque État fédéral, etc. Il y a une mise en scène autour
l'écologie allemande, le mode de vie allemand, respecter l'environnement. Enfin voilà, il y a des choix qui sont différents des nôtres, mais il y a aussi des choix idéologiques. Ouais. Alors, on n'entend plus. Donc, nous avons une question de Madame Laure Salstein. Désolée si j'écorche votre nom. Donc, comment faudrait-il traiter les DROM en cours? Donc, est-ce qu'il faudrait les traiter pour eux-mêmes? Et l'autre question qu'elle a, c'est y a-t-il des adaptations de programmes dans les DROM? Je te laisse répondre, Oui. Sylvain. Alors, c'est une bonne question, hein. Je vais essayer de faire court, puisqu'on travaille sur ce sujet-là au laboratoire ICAR sur la question de l'enseignement de l'histoire-géographie outre-mer. Et on a eu un colloque, RICLAS, là, qui a eu lieu au mois d'octobre, dont d'ailleurs les comptes rendus et surtout les vidéos du colloque sont en ligne sur le site de l'INSP de La Réunion. Alors, il existe des adaptations de programmes qui font que pour certaines questions en histoire et en géographie, on peut prendre des exemples dans le contexte local. Donc en cela, il y a eu des revendications hein, et un besoin de reconnaissance, hein. Là aussi, c'est très politique, hein. Ce sont les territoires ultramarins qui ont demandé à ce que on enseigne l'histoire et la géographie différemment et qu'on prenne aussi en compte la langue créole. Alors, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, de fait, on s'aperçoit que ça reste très nationalo-centré. C'est-à-dire que la logique, elle est quand même d'avoir un récit unifié. On peut prendre des exemples locaux, mais il n'y a pas de reconstruction par le bas de ce que c'est que de vivre dans un territoire ultramarin. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'idée quand même qu'il s'agit on reste dans l'empreinte républicaine, la République une et indivisible. Hein, c'est très français, hein, la République une et indivisible. Donc on reste beaucoup attaché au programme national. De fait, on le voit bien parce que les adaptations de programmes aujourd'hui, bah, elles sont très peu mises en avant. Pourquoi? Parce que, alors, c'est plus évalué. Il y avait, à un moment donné, il a été question de faire des épreuves, hein. Il y a eu quelques années, il y a eu des épreuves spécifiques dans les territoires d'outre-mer. Ça n'est plus le cas. Donc là, il y a quelque chose. À partir du moment où on sait très bien qu'en didactique, à partir du moment où quelque chose n'est plus évalué, il est plus enseigné derrière. Et donc, à partir du moment où c'est plus évalué, c'est quelque chose qui est mis de côté. Alors, les adaptations se font beaucoup par une logique de substitution. C'est-à-dire qu'on va prendre à tel moment, plutôt de prendre un exemple, par exemple, je sais pas, on va étudier l'agriculture, eh bien, on va étudier la canne à sucre hein, à La Réunion, on va simplement adapter hein, par rapport au contexte local. Alors, le risque est de tomber un peu dans du localisme, c'est-à-dire d'enseigner que des choses qui seraient uniquement locales, de ne pas voir ce qui se passe dans le restant du monde. Alors, c'est pas le cas, hein, parce que les adaptations de programme, quand on regarde bien, elles interviennent sur des points très très spécifiques. Elles sont très limitées, hein. Le programme reste national. Euh, Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, hein, mais ça peut se discuter. Le dosage entre ce qui reste une logique nationale et ce qui reste adaptation de programme peut se discuter. Ce que je voudrais surtout dire par rapport à ça, c'est que le, les adaptations de programmes aujourd'hui font que on est beaucoup dans des approches comparatives. C'est-à-dire qu'on va comparer beaucoup, on va prendre un territoire ultramarin, par exemple la Réunion, et on va comparer le taux de chômage par rapport à l'Hexagone. On va comparer, mais toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que les contextes ne sont pas les mêmes. Alors, on va comparer, par exemple, le nombre d'élèves qui sont pas scolarisés ou du moins qui ne suivent pas d'études supérieures. On va regarder, bon, mais c'est-à-dire que ça reste uniquement comparatif, comme si le modèle implicitement restait la France. Voilà. Et nous, on est plutôt dans l'idée d'approche contrastive. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde plutôt les territoires ultramarins entre eux. Alors, par rapport à la France, bien sûr. Mais par rapport à la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'il faudrait. Alors, je suis pas là du tout pour. Je suis pas prescripteur. Hein, c'est pas moi qui fais les programmes et j'ai pas de rôle prescripteur. Mais il me semble qu'une des pistes pour essayer de ne pas tomber dans l'approche purement comparative, c'est d'être dans une approche contrastive. C'est-à-dire une approche contrastive, ça consiste à regarder les territoires dans leur environnement. Donc, regarder Mayotte et La Réunion
conjointement dans l'air océan Indien, à regarder la Guyane, la Guadeloupe, Martinique dans l'air Caraïbe, et à regarder aussi par rapport à des problématiques qui sont régionales. Et on voit bien que il y a pas, quand on regarde les territoires ultramarins, on est soit à une échelle très locale, soit à une échelle nationale. Mais on ne les regarde pas suffisamment dans leur environnement régional, leur aire régionale. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que on a beaucoup de points communs hein, entre Mayotte et la Réunion, même s'il y a des différences, le peuplement n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même. Euh, il y a beaucoup de points communs malgré tout qui sont liés à l'ère océan Indien. Et donc, il y a peut-être des choses à faire autrement. Voilà. Mais je ne veux pas être trop long parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, c'est par rapport à la question des territoires ultramarins, il y aurait beaucoup à dire. Allez voir sur le site de l'INSP de la Réunion, on a mis des ressources là-dessus. Merci beaucoup. J'ai une question sur justement le document en géographie. Qu'est-ce qui fait qu'un document est un bon document pour expliquer des concepts, des notions en fait de géographie? Parce que vous avez tout un paragraphe, tout un chapitre sur le document n'a pas seulement en fait une valeur illustrative en géo. Donc la question est qu'est-ce qui fait justement qu'un document sert en fait la géographie véritablement? Je sais pas Moi, si je voudrais, ouais, si tu le permets, Sylvain, avant de te Oui, laisser la vas-y, parole, Karine. je voudrais en préalable dire la difficulté à trouver un bon document avant de définir ce que c'est. Parce qu'en fait, une grande partie des études de cas qui sont proposées ou des sujets qui sont proposés n'ont pas de référent dans la géographie scientifique. L'exemple type, c'est les îles Kiribati. Alors maintenant, vous allez me dire, mais si, il y a un truc sur Géoconfluence. Oui, mais quand ça a été mis en fait au programme en 2015, personne ne savait où étaient les îles Kiribati. Il n'y avait pas un article récent, quand je dis récent, de moins de 20 ans sur, voilà, sur les îles Kiribati et encore moins sur le réchauffement climatique et les risques dans les îles Kiribati. Donc maintenant, bien sûr, il y a tout un dossier, tout ça, mais en fait, les îles Kiribati, c'est juste l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire très souvent, quand les programmes arrivent, on suggère des exemples qui ont été pris dans la géographie spontanée des gens qui ont écrit la fiche Eduscol qui se sont dit, ah tiens, ça serait un super exemple. Mais il n'y a pas forcément de références scientifiques derrière sur lesquelles s'appuyer. D'où la difficulté en fait. D'où la difficulté à trouver des documents qui soient pertinents. Et d'où le fait que du coup, il y ait beaucoup d'articles de journaux qui soient proposés par les manuels, parce que quelque part, ben, très souvent, c'est là où on a de manière synthétique, en quelques lignes, une présentation de la situation. Donc, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête, parce que quand on aborde ça en formation, etc., il y a toujours cette culpabilité de dire, ah, j'ai pas trouvé le bon document, j'y ai pas passé beaucoup de temps. Non, mais en fait, ça vient déjà des choix qui président au programme, quoi. Donc, déjà, il y a ça. Après, qu'est-ce que c'est qu'un bon document? Je pense que Sylvain et moi, on n'a pas forcément la même définition. Moi, je dirais que c'est un document, enfin, souvent, qui laisse parler les acteurs géographiques, les acteurs de la situation. C'est un des gros problèmes de la géographie scolaire, c'est qu'on ne peut pas faire raisonner les élèves sans prendre en compte les acteurs. Et donc, un bon document, c'est un document qui permet aussi d'avoir une diversité de discours. C'est ça qui permet aussi de sortir de l'idéologie. Et c'est là où c'est pas facile à trouver, parce qu'en fait, ben, à moins de passer des heures à faire une étude de cas en allant nous-mêmes interroger les choses, enfin les acteurs, il y a pas si facile que ça à trouver. Sylvain, je te laisse laisser ta Oui. perspective. Alors déjà, par rapport aux documents, euh, aujourd'hui, la recherche documentaire, elle se fait beaucoup par Internet. Elle se fait beaucoup avec le numérique. Et donc, on a une prolifération de documents. Et il y a vraiment un gros problème aujourd'hui, trop de documents. Trop de documents. Et du coup, la question devient quel est le bon? Alors déjà, il y a peut-être il y a peut-être à se poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche comme document? Est-ce que je cherche un témoignage? Est-ce que je cherche un document de synthèse? Est-ce que je cherche un document? Et l'idée qu'il y aurait un seul bon document parmi tout ça, enfin, je veux dire, il y a des représentations autour de ça. Ça va pas, du tout. Surtout qu'une fois qu'on a le document, qu'est-ce qu'on en fait? Et en didactique, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la nature du document, c'est son usage. C'est-à-dire que nous, on va travailler sur les formes d'adaptation. Et il y a ce qu'on appelle, il y a tout un courant de recherche sur la jeunesse documentaire. C'est-à-dire que le document, il est transformé, en fait.
il est simplifié. On voit bien hein, comment les enseignants enlèvent des phrases, coupent un peu, changent le titre, ou prennent, voilà, ou vont modifier un peu la carte. Ou bon. Et donc, il y a une réélaboration didactique du document. Et le document, il est réinséré par rapport à un questionnaire et par rapport à une mise en scène pédagogique. Et donc, le document, il n'a de valeur que par rapport à l'activité. Le document ne doit pas faire disparaître la logique de l'activité. Quand je construis une activité pédagogique, la recherche documentaire ne présage pas du tout de la qualité de l'activité, c'est-à-dire du niveau de questionnement que je vais avoir, de ce que je vais avoir comme objectif de mon activité. Donc, tant que j'ai pas répondu à mes objectifs, à la nature de l'activité que je vais faire avec mes élèves, eh bien, c'est ça qui va déterminer le choix du document. Et donc, on a tendance aujourd'hui avec le numérique, et ça, c'est un des effets pervers du numérique, hein. Pourtant, le numérique apporte beaucoup de choses parce qu'on a des très bons documents. Pour le coup, on a des très beaux documents aujourd'hui quand même, hein. On a monté, un des effets positifs du numérique, c'est qu'on a monté la qualité documentaire des documents qu'on a à disposition et on a accès beaucoup plus facilement. Mais un des inconvénients, c'est qu'on est obnubilé par le document, alors que ce qui devrait, in fine, déterminer l'activité d'un enseignant, c'est la construction de l'activité pédagogique. Et les documents viennent alimenter cette activité. Donc il y a tout le problème, alors, de la réadaptation du document par rapport à l'activité, et ensuite de l'usage, des usages possibles du document. Et je pense que là, vraiment, il faut faire attention parce que il y a tellement de déceptions, hein. J'ai trouvé un super document, mais les élèves ne le comprennent pas. Il est trop compliqué. On a des documents aujourd'hui multiniveaux où il y a trois, quatre niveaux de lecture, rien que pour comprendre les sources. Il y a cinq ou six sources différentes. On a des documents complexes aujourd'hui, hein. On a des infographies aujourd'hui qui sont faites par des data journalistes qui sont très bien faites, hein, mais qui sont compliquées. Donc il faut éduquer aux données. C'est pour ça qu'on a aussi écrit un chapitre sur l'éducation aux données. Parce que comment a été construit le document? Quelles sont les données qui ont servi? Bon, moi, je travaille beaucoup sur les cartes, mais par exemple, les cartes, aujourd'hui, c'est les sources, c'est les données qui ont servi à faire les cartes. Comment elles ont été construites, ces données? D'où elles viennent? Et donc, on a un énorme travail. Et alors là, on en veut un peu aux historiens, parce que les historiens sont beaucoup sur auteur, date, contexte, nature du document. Mais ça marche pas en géographie. Parce que l'auteur, il a moins d'importance qu'en histoire. Il peut avoir une importance, hein, l'auteur. Si c'est un acteur, c'est important, l'auteur. Mais c'est moins important qu'en histoire. La date, bon, en général, on donne des documents récents en géographie, donc c'est pas tellement la date. Donc, vous voyez que la nature du document, une fois qu'on a dit que c'est une carte, un texte, etc., mais en fait, on n'y arrive pas. Avec cette méthode de base, qui était la façon très classique d'identifier une source, qui est intéressante, hein, où on posait les questions classiques, auteur, date, contexte, nature du document. Eh bien, en géographie, on se retrouve aujourd'hui avec d'autres problèmes, qui sont la nature des données qui ont servi à construire la carte, qui ont servi à faire le graphique. Les données deviennent très importantes, donc remonter aux sources. Et grâce au numérique, on peut remonter aux sources. Donc il y a un gros travail d'identification des sources qui ont servi à faire le document. Ça, c'est très fort en géographie, surtout avec le numérique aujourd'hui. Et puis, alors, quand il s'agit de textes, de témoignages, etc., bon, bien sûr, hein, ce que tu disais, Caroline, c'est fondamental, hein, les acteurs, et puis derrière les acteurs, les enjeux. Parce que un acteur parle de là où il est. Et là, on a rarement des documents sur plusieurs acteurs, donc la pluralité des regards, c'est pas facile, hein, à travers des documents d'avoir une pluralité de regards qui n'oppose pas de manière trop formelle les pour, les contre sur un projet d'aménagement et on soit vraiment sur une pluralité de points de vue pour pouvoir se construire son propre point de vue. Donc, utiliser un document, c'est beaucoup regarder à travers un regard, mais un regard qui est biaisé. Et une fois qu'on en a conscience, que ça soit une carte, un graphique, un texte, on regarde, on comprend à travers quelqu'un qui parle du problème, mais qui n'est pas forcément la façon dont nous on le voit. C'est ça le problème. Donc la bonne distance par rapport au document, elle n'est pas évidente. C'est à la fois une source d'information, et ça peut être une source de désinformation si le document. C'est à la fois une source d'information et c'est une source également de compréhension, mais aussi de sens critique. Mais ce passage au sens critique, quand je n'ai pas du tout de connaissance, c'est pour ça que ça
à un moment donné, ça échappe le document. C'est que si j'ai pas du tout de connaissances, si toutes mes connaissances sont à travers le document que je suis en train d'analyser, on sait très bien, ça en histoire-géographie, on a l'habitude, les enseignants savent très bien que le document se suffit pas à lui-même. Donc il y a tout ce que va pouvoir apporter l'enseignant, comme contre-discours, comme nuance, etc. Donc le document n'est pas seul. Cette idée que le document serait le bon document, serait seul, vraiment, il faut sortir de là, hein. Il y a l'activité, il y a le rôle de l'enseignant, il y a la recontextualisation qui est faite autour du document. Je vous remercie parce qu'en fait, c'est une question que je pose parce que souvent, on est suivi par des gens qui préparent justement le CAPES, l'agrégation interne, et donc du coup, c'est important d'avoir cette mise au point en fait, ben voilà, scientifique, didactique et ce regard qui nous est très précieux. Il y a une question qui concerne du coup la présentation du document en géo, c'est Laure qui la pose. Auriez-vous du coup un ensemble de questions simples de présentation du document en géographie? Je vous Ah, laisse on va pas répondre donner des à cette recettes tout de question. suite. Je passe, hein, je laisse Sylvain. Question très très pratico-pratique. Ouais. Euh, bon, moi je dis toujours à mes étudiants, vous commencez quand même par la nature du document quand même. Bon, ça paraît basique, mais bon, pas l'auteur ni la date. Donc déjà, c'est ce qui nous différencie de l'histoire. Mm, Parce que si vous racontez la vie de l'auteur pour comprendre le document, ça va pas forcément bien se passer en géographie. La mm, nature du document, mais ça résout pas tout, hein. Et ça enlève déjà un certain nombre de problèmes. Euh, non, je crois que non, comme ça, je ne vais pas pouvoir donner de recettes. Non, non. Les documents aujourd'hui sont souvent. En fait, voilà. Je pense que la vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est l'articulation des documents. Si on part du principe que les documents donnent des regards qui sont partiels et quelquefois partials, c'est seulement en croisant les documents. Mais ça, on le dit tout le temps, c'est rien de nouveau. Ce que je dis est archi banal, hein. Les enseignants d'histoire-géographie savent ça normalement. Mais après, comment on croise? Comment on croise et est-ce que le croisement se fait naturellement ou est-ce qu'il se fait pas du tout? Et quelquefois, il se fait pas forcément du tout naturellement. Parce qu'on va prendre deux documents qui finalement n'ont pas grand-chose à voir, parlent de choses différentes, ça part dans tous les sens, quoi. Le montage c'est vraiment le montage documentaire qui compte, notamment pour l'étude de cas, on le voit très bien. L'étude de cas, ce qui a beaucoup plombé l'étude de cas, c'est ça. C'est le fait que les documents étaient un peu des documents prétextes et qu'il fallait tout de suite arriver aux notions, parce que les notions devaient être travaillées en cours et que donc il fallait pas perdre de temps. Donc, à partir du moment où l'étude de cas se construit, que le dossier documentaire, il a une construction, et la construction elle est liée à une problématique. Et donc, comment on fait pour que les documents fassent le tour de la question avec des regards croisés, donc c'est beaucoup ça là, pour le problème. Euh, donc, ça va pas être vraiment la nature des questions. La nature des questions va beaucoup dépendre des types de documents. C'est difficile de répondre de manière générale. La nature des questions va dépendre énormément de la nature des documents. Par contre, le montage documentaire. Alors très souvent, en gros, on a une carte, un graphique, un texte ou un paysage, et puis en gros, dans l'étude de cas, on va varier les supports, on va varier la nature des documents. Mais ça suffit pas du tout, parce que il y aura pas de croisement du tout. Alors on le voit très bien au moment du CAPES, hein, il y a une épreuve au CAPES de commentaires de documents. Bah, souvent, on est même surpris, nous, comment les documents ont été choisis parce que ça part dans des directions différentes, il n'y a pas de croisement possible, ou quand il y en a, ça pose question sur la nature des croisements. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles sont fondamentales aujourd'hui, c'est-à-dire que le document, il faut vraiment réfléchir sur les compléments possibles entre les documents. Alors, moi, je pense que c'est très difficile de répondre à la question. Je vais compléter la réponse de Sylvain. Moi, je pense qu'on n'a pas de question type. Voilà, ça a été dit. Mais les questions qu'on pose en histoire sont des questions pour donner au document son statut de document. C'est-à-dire le fait que c'est pas la vérité vraie, c'est une perception d'un événement historique ou d'un contexte historique à un moment donné. Eh bien, je pense qu'en géographie, si on n'a pas de question type, par contre, la méthodologie doit rester. C'est-à-dire que, quelque part, la question qui préside, c'est quel récit construit le document. Et non pas prélever des informations dans le document
comme si le document était la réalité révélée. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une question directement à donner aux élèves, mais je pense que les questions qui sont construites sur le document doivent permettre à l'élève de réaliser que ce document, il donne un point de vue et non pas la vérité. Sortir d'une épistémologie réaliste, en fait. Et ça, c'est, pour moi, c'est quand même, alors c'est travaillé au lycée, particulièrement en AGGSP, mais pas dans les petites classes. En sixième, on est quand même dans un usage très réaliste du document où finalement, les questions qu'on pose sont des questions de prélèvement d'informations simples, comme si le document, et je pense que ça se travaille, ça peut se travailler quand même un peu plus tôt. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si dans le chat, il y a d'autres questions. Laure vous dit merci. Voilà. J'en profite également pour vous remercier à tous d'avoir assisté. Laure demande si on programme une séance 2 pour la réponse à sa question. Mais écoutez, pourquoi Bah, pas? lisez l'ouvrage déjà, ça va peut-être vous apporter des choses. Oui, déjà. Je vous le recommande très vivement parce qu'il est vraiment éclairant sur beaucoup, beaucoup d'éléments et ça permet aussi de se recaler en tant que professeur d'histoire-géographie sur justement l'enseignement de la géographie. On a tendance comment dire, à se dire, bon, bah, je fais plus de l'histoire parce que je maîtrise mieux. Mais en fait, non, les deux sont véritablement essentiels. On est professeur d'histoire et de géographie. Et la géographie donne véritablement des clés de lecture qui sont essentielles, en fait, pour comprendre, mettre en contexte, recomposer. Et donc, du coup, je vous invite très chaleureusement à lire ce livre. Et je vous remercie aussi, Caroline et Sylvain, d'avoir participé, voilà, à ce moment avec nous sur le temps du midi. Bah, c'est nous qui vous remercions pour votre invitation. C'est très gentil de, voilà, de venir nous solliciter. On espère que ça sera utile. Très Oui, bien. ça. Merci, merci encore pour votre invitation. Et effectivement, on a vraiment voulu faire un ouvrage collectif et avec des enseignants et pour les enseignants. Merci à vous. Merci beaucoup.